Pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Le président, bonjour. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle. Le greffier, bonjour. Madame et monsieur, bonjour à tous et à toutes. Affaire IT 0588T, le procureur contre Popovic et consort. Merci, le président, merci. Je précise que tous les accusés sont présents. Nous sommes au complet, à l'exception de Maître Tapuskovic, qui est absente. Maître Haynes. Vous pouvez commencer votre plaidoirie. Réponse, merci. Excusez-moi si vous ne me voyez pas bien. Je ne suis pas à l'arrière parce que vraiment j'ai un peu honte que vous ne soyez choqués par les cheveux que j'ai un peu trop courts aujourd'hui. Mais c'est plutôt la nostalgie qui me pousse à rester là où j'ai passé le plus clair des 3 années qui viennent de s'écouler. Autant rester là où nous avons toujours été. Il y a quelques mois, lorsque j'ai présenté l'esquisse de nos moyens, j'ai souligné des thèmes qui allaient constituer la défense de Panterovic et que j'allais développer au cours de ce procès. Mais il y a un thème que nous avons décidé de ne pas présenter à ce moment-là. C'est la question de la personnalité de Panterovic. Et ceci, nous n'avons pas non plus évoqué dans le cadre de notre mémoire en clôture. Mais vu la façon dont l'accusation a présenté plusieurs questions concernant M. Panterovic dans son mémoire, il me semble tout à fait justifié de vous rappeler l'essentiel des éléments présentés au cours de ce procès qui vont donner un nouvel éclairage, l'éclairage qui convient à certains des arguments affirmés par l'accusation. Premier sujet que je vais évoquer dans cette partie-ci. Ceci découle entièrement d'éléments présentés à l'audience qui n'ont pas du tout été contestés et d'éléments présentés en vertu de l'application du 92 bis sans qu'il soit nécessaire que les témoins viennent pour être contre-interrogés. Ce qui voudrait dire, à notre avis, que vous pouvez accepter ces dires. Panterovic est né et a grandi dans une collectivité rurale, dans une partie pluriethnique de l'ex-Yougoslavie pendant son enfance, même si il savait que ses voisins, ses compagnons d'école n'avaient pas tous la même religion. Il a grandi dans le principe de la fraternité, de l'unité. Ils partageaient les jours de fête de leurs voisins musulmans. Je parle de sa famille et de lui, qui respectait les convictions d'autres et incorporait quand c'était possible. Son éducation, ses convictions sont particulièrement importantes à notre avis lorsque vient le moment de le juger, car ceci a formé et informé bon nombre de décisions qu'il allait prendre pendant la guerre en Bosnie. Il est passé par l'académie militaire pour entrer dans la JNA contre la volonté de sa mère. C'était une façon pratique d'assurer son éducation supérieure car ses parents n'avaient pas d'argent. Et pratiquement tout son service préalable à la guerre et pratiquement pendant toute sa vie d'adulte, avant 1992, il a vécu en Slovénie où il s'est installé avec sa famille, ses jeunes enfants et il s'est tout à fait intégré, assimilé à la vie locale et à la culture locale. C'est là qu'il s'est intéressé à la politique socialiste. C'est en Slovénie qu'il a pour la première fois pris le commandement d'une unité qui était constituée uniquement de conscrits slovènes. Son commandant, Tihomir Blakic, un croate, est devenu son meilleur ami, son cum. Il a appris le slovène, il a contribué par ses écrits aux journaux et magazines locaux et c'est devenu son foyer. Il était respecté, aimé par ses voisins, ses amis, pour ce qu'il était et parce qu'il essayait vraiment de s'intégrer. Quand on voit la situation dans les collectivités ethniques en Bosnie-Herzégovine et quand on voit ses convictions personnelles, je pense qu'il est valable de dire qu'il a passé 15 ans
en dehors de la Bosnie avant le début de la guerre. Lorsque les hostilités ont commandé en Bosnie, il a été envoyé à Visegrad dans le cadre de l'unité de la GNA. Hormis une insinuation occasionnelle de l'accusation à propos de Visegrad, on n'a présenté aucun moyen, aucune suggestion qui laisserait entendre que sa réputation d'homme et de soldat était mise en cause, mise à mal pendant cette période. Nous allons parler uniquement de ses qualités positives. Le 18 décembre 1992, Pantoracic est arrivé à Zvornik pour prendre le commandement de la brigade de Zvornik. Il avait 33 ans, c'était un capitaine de première classe. Il était très jeune et avait très peu d'expérience en de commandement, surtout vu la taille de la brigade de Zvornik, forte en nombre comme en occupation territoriale, ce qui fait que c'était une unité difficile à contrôler. Et son effet sur l'efficacité qui le caractérisait en matière d'opération était pratiquement immédiate, parce que vraiment, à l'époque, la région de la brigade était en situation de très mauvaise sécurité fin 92. Il a essayé de tenir en compte les principes militaires dans son travail. Ses collègues le voyaient comme étant un vrai commandant, un commandant véritable. Il était strict mais tout à fait correct et équitable, ce qui veut dire que les autres officiers le respectaient et voyaient en lui un, je cite, vrai soldat. Sa rigueur s'appliquait d'abord à lui pour s'appliquer ensuite aux autres. La discipline dans la brigade n'était pas la même quand il était présent que quand il était absent. Panderovic a réservé le même traitement à tous ses soldats, qu'ils soient de carrière ou pas. En tant que commandant, il n'a fait preuve d'aucun favoritisme ni de préjugés. Milenko Djevic rappelle une situation de combat au cours de laquelle Panderovic a envoyé son propre frère et son chef de l'administration avec des porteurs musulmans qui devaient emporter des munitions aux unités du front. Djovicic a dit de lui, je le cite, c'était un homme très bon. Rappelé en contre-interrogatoire lorsque Krstić a répondu, il a dit que c'était un des meilleurs commandants de l'armée quand on le comparait aux autres. C'était vraiment un soldat professionnel à tous égards. Il était aussi respecté par la population civile de Zvornik, qui le voyait comme étant un homme très capable, doté de qualités pratiquement sans égales, qui pouvait soulever un problème sans élever la voix. Mais il n'était pas populaire parmi les hommes politiques, la classe politique, ni dans la municipalité de Zvornik non plus. On ne l'aimait pas beaucoup pour toutes sortes de raisons, mais surtout parce qu'il ne laissait pas ces hommes politiques se mêler du commandement de la brigade de Zvornik. Ce que ces hommes ont souvent essayé de faire. D'après Dragutinovic, c'était un homme très efficace au combat. Ceux qui ont eu l'occasion d'être à ses côtés au combat avaient une grande estime de lui en tant que soldat professionnel. Ils le voyaient comme étant un jeune officier qui savait parfaitement appliquer sur le terrain ce qu'il avait appris à l'école militaire. C'était un homme très compétent en matière de commandement et de direction de ses unités. Il était capable de planifier rapidement, d'envoyer rapidement ses hommes sur le terrain, d'appliquer rapidement ce qu'il fallait faire en opération. Et puis, en plus de cela, il savait jauger la situation, effectuer les préparatifs nécessaires, passer à l'action conformément à la situation sur le terrain. Il était énergique dans ses actions. La Chambre a entendu notamment 3 exemples tout à fait convaincants de ses compétences en tant que commandant au combat. Il y a eu l'opération MAC 1, qui était la prise 12 d'Ipracha en juin 1993, le fait de reprendre Živkovo-Brdo le matin du 10 juillet 1995 et le fait de repousser les forces croates à Krakow en Krajina en août 1995.
Ces exploits militaires ont souvent été réalisés en dépit de la piètre qualité des unités qu'il avait sous son commandement, ou plutôt du manque d'aptitude tactique des unités voisines. Vous aurez sans nul doute eu l'impression que, quel que soit son interlocuteur, Pandorevitch, c'était pas un homme qui supportait la bêtise facilement. En plus, il ne se gênait pas pour dire ce qu'il pensait. La Chambre va peut-être conclure, peut-être ne le fera-t-elle pas, que s'agissant de certaines des ONG qui se trouvaient en Republika Srpska, c'était vraiment, comme l'a dit l'accusation paragraphe 1311, des bons à rien. Mais quand on voit les rapports que Pandorevitch avait ces organisations, c'est intéressant car il a toujours fait preuve d'un esprit pacifique. Il a toujours essayé de travailler, d'œuvrer pour la paix, ce qui est corroboré par les preuves concernant ses actions. Il est fier des relations qu'il avait avec le général Morillon, un témoin de sa liste 65 terres au cours du printemps 93. C'était manifeste. Pandorevitch a respecté les demandes du général, a assuré la circulation sans obstacle du général Morillon alors qu'il était commandant des Nations Unies. Les ordres qu'il a donnés pendant Krivaya 95 étaient tout à fait corrects et n'ont pas du tout été contestés. C'était un participant actif à la mise en œuvre des accords de Dayton de novembre à partir de novembre 95 et jusqu'à son départ de Zvornik, il a coopéré avec l'IFOR et les forces de l'armée de Bosnie. En dépit de sa jeunesse, de son manque d'expérience, Pandorevitch n'avait pas peur de remettre en question des ordres qui lui semblaient injustifiables, ni de prendre des initiatives. Il l'a montré pas seulement le 11 juillet à Srebrenica et à Branonac, et pas seulement le 16 juillet à Balkovica, mais pendant toute la durée de la guerre, chaque fois que la situation l'exigeait. La défense invite la Chambre à penser que s'agissant des actions ou de Pandorevitch, les actes parlent plus haut que les mots. Les actions qu'il a entreprises en juillet 95 lorsqu'il a réagi et qu'il n'a pas obéi simplement à Mladic, qu'il a en fait refusé d'exécuter les ordres qui étaient de détruire la colonne. Ce ne sont pas des actes isolés forcés par la nécessité. C'est une expression de sa personnalité, de son intégrité pendant toutes ces actions. Les événements, les actions qu'il a entreprises avant les moments importants préalables à juillet 95 montre sa personnalité. Et quand on voit les éléments qui ont été présentés, ils représentent qu'il n'y a pas de parti pris. Directly to the question of propensity. Les épisodes qui ont été présentés à la Chambre, le président. Les interprètes vous invitent à ralentir quelque peu votre débit. Maître Haynes, merci. The episodes about les événements qui vous ont été relatés au cours de ce procès concernent directement la question de la propension, de l'état d'esprit, de l'intention intellectuelle. Lorsqu'on vous donne des exemples concernant le motif qu'aurait pu avoir l'accusé de laisser passer la colonne à Balkovica, nous estimons qu'il faut tenir compte du fait qu'auparavant, Pandorevitch s'était comporté exactement de la même façon, à des moments où ni lui ni ses forces n'étaient en danger. Je vais maintenant énumérer quelques-uns seulement des événements qui montrent son comportement, éléments dont nous vous demanderons de tenir compte lorsque vous allez déterminer ses motifs et son comportement, sa mens rea en 95. En avril 92 à Visegrad,
Pandorevich a protégé des civils musulmans de l'action de paramilitaires serbes qu'il a désarmés et forcés à rentrer en Serbie. Il a aussi donné à manger à la population musulmane et a promis de protéger cette population. C'est peut-être un élément qui est passé inaperçu et qui vient de la pièce CD 1191, déclaration 92 bis de Gusho Mehad, dont je vais vous lire un extrait. Les soldats du corps d'Ujice de l'armée nationale yougoslave ont demandé à des habitants du village de dire s'ils avaient des armes. Ces personnes sont venues chez moi. Elles ne sont pas entrées. Un des soldats a fait mine de vouloir entrer dans la maison et a commencé à mal se comporter. Un autre soldat s'est approché de lui. Il ne l'a pas laissé entrer et lui a dit « Comporte-toi comme il faut, sinon je vais le dire à Vinko ». Quand j'ai entendu le nom de Vinko, je ne savais pas de qui il s'agissait. Je me suis dit qu'on faisait référence à un officier qui n'autorisait pas des comportements violents ou arbitraires à l'égard de musulmans. Allez, à ce moment-là, je ne connaissais pas Vinko Pandorevich. La première fois que je l'ai vu, c'était 2 ou 3 jours après cet événement que je viens de relater. Et je relève que l'unité qu'il commandait avait une cantine chez un de mes frères, là où on préparait la nourriture pour les hommes. Et conformément à l'ordre que Pandorevich avait donné, cette nourriture nous était donnée à nous aussi qui habitions le village. Au paragraphe 11, ce témoin poursuit. Vu les circonstances, je suis convaincu que les membres de ce groupe paramilitaire nous auraient tués, nous qui étions près autour du bureau de la poste, si Vinko Pandorevich ne les en avait pas empêchés. Fin de citation. Peu de temps après être devenu commandant de la brigade de Zvornik, Pandorevich a pris contact avec le commandant des forces adverses, celui qu'on trouve un peu partout dans ce procès, Semso Momenovic. Très vite, ils ont établi une ligne prioritaire et les contacts que ces hommes ont eus ont permis des échanges réguliers de prisonniers, un accord pour ce qui est du pilonnage de certaines zones habitées et un accord de cessez-le-feu suffisamment long pour permettre à chacune des parties de faire les semailles et les récoltes une fois, un an sur 2. La première fois qu'il y a eu un accord de cessez-le-feu, c'était pratiquement uniquement dans l'intérêt des forces musulmanes qui étaient attaquées par les forces croates et qui risquaient la famine. Je vais vous lire cette partie qui vous a peut-être échappé. C'est la même pièce, 1191, c'est toujours Mominovic qui parle. Je le cite. À cette réunion, j'ai expliqué à Vinko Pandorevich la situation difficile qui était la nôtre car nous manquions de nourriture. À ce moment-là, les forces musulmanes étaient en conflit avec le HVO. C'est pour ça qu'il était difficile d'obtenir de la nourriture qui venait de Tuzla. Il y a eu une crise à ce moment-là qui semblait imminente, qui touchait aussi bien les civils que les membres des forces armées. Et j'ai proposé une trêve à Pandorevich, une trêve d'un mois pour permettre la préparation des semailles du printemps. Quand on disait trêve, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de pilonnage de zones habitées ou non habitées, ni des routes. Ça voulait dire qu'il y aurait un cessez-le-feu complet. Vinko Pandorevich a répondu qu'il n'avait pas l'autorisation de son commandement, mais que, indépendamment de cela, il était d'accord pour qu'il y ait une trêve, qu'il en prenait la responsabilité. Il a dit, je le cite, cette trêve, elle s'appliquera dès après-demain à midi. Que les gens travaillent dans les champs, peu importe ce que ceci peut avoir comme retombée pour moi. Fin de citation. Fin janvier 1993, Pandorevich a pris des dispositions pour que les musulmans puissent passer tous les jours à Kamenica ou près de Kamenica. Et ceci permettait à des hommes qui étaient piégés à cause de combats en cours de passer sans courir de risque. Pendant l'opération Match 1 en juin 1993, son unité, grâce à l'efficacité de ses actions, a piégé plusieurs milliers de soldats musulmans à Oustrepaja. Cette unité avait progressé bien plus vite que les unités voisines et vu leur situation de
la position qu'ils avaient, les forces musulmanes étaient tout à fait à leur merci. En dépit de cela, et sans avoir du tout eu l'autorisation de ses supérieurs, Pandurevich a permis à tous les soldats, à tous les civils, à tous les véhicules et à toutes les armes de quitter la zone, je cite, sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Et ceci s'est fait à l'initiative de Pandurevich, qui a communiqué directement avec Ahmed Stedic, qui commandait les forces adverses. Ces deux derniers incidents vous seront mentionnés avec plus de détails en temps utile, car souvent le mémoire de l'accusation fait la confusion entre ces deux épisodes. Tous ceux qui ont travaillé avec Pandurevich, le Pandurevich qui était commandant, diront que il a toujours, dans la façon dont il a traité les prisonniers de guerre et quant aux instructions qu'il a données, que c'était toujours conforme aux conventions de Genève. Lorsqu'il rentre à Zvornik le 15 juillet 1995, ses ordres sont qu'il faut garder les prisonniers en vie à tout prix, vous le savez. C'est symbolique. Le matin du 16 juillet, un officier des transmissions musulmans est interrogé par son chef d'état-major. On a bandé les plaies de cet homme, on lui a donné à manger et il a été relâché sans aucun problème. Le 18 juillet, il y avait asked by somebody to dig fortifications. Again, Mr. Haynes, my attention has been drawn to ask you to read more slowly, please. I'm sorry. Pandurevich immediately told these men to stop digging, ordered Dragan Jokic to guide them through the minefield to the safe Muslim side, and contacted Shemso Muminovic and told him he was sending the teenagers back to him. He was to call Pandurevich back and let him know if they had arrived safe and sound. In due course, he did so. It is well documented that a large number of prisoners arrived at the Batkovitsi camp in the latter half of July 1995. They came from the Zvornik Brigade detention facilities. Moreover, it is plain from the evidence that Pandurevich was active in securing their transfer to that place for exchange. During the course of this trial, a number of witnesses have expressed their view as to the effect which Pandurevich's absence had during the crucial periods of the indictment upon unfolding events. Perhaps most graphically, Lazar Ristich said, "I'm still not clear why this was done in Zvornik when our commander was absent, and in a way it so happened that they came through the command of our battalion where the commander was also absent. If they had been there, I believe that things would not have happened the way they did." As an example of the command culture within the Zvornik Brigade, it should be remembered that Lazar Ristich, who spoke elsewhere in his evidence of the guiding example of Pandurevich's command, withdrew his men from Arahavats when he discovered a murder operation was in process. As was developed in our brief, it is not merely Pandurevich's absence from Zvornik during the critical days of July and September of 1995 which is important. Ce n'est pas seulement pendant son absence de Zvornik pendant les journées importantes de juillet et de septembre que c'était important. C'est aussi pendant son absence. Par exemple, lorsqu'il a été décidé de transférer les prisonniers de Bratunac à Zvornik pour qu'ils soient exécutés, décision prise dans la soirée du 13, et lorsqu'il a été décidé de déterrer les cadavres et de les transférer dans la zone de Zvornik, décision prise fin août ou début septembre 1995. L'absence de Pandurevich de Zvornik au cours de ces périodes, le fait qu'il n'était pas là lorsque ces décisions ont été prises, ce fut accidentel, ça a été appliqué, mais
Ceux qui ont pris ces décisions le savaient fort bien qu'il était absent. Now, I have taken J'ai pris un certain temps pour vous exposer ces éléments de preuve. Et la raison en est la suivante, car d'après la présentation de nos moyens à décharge, tout ceci porte sur les 6 questions principales qui sont soulevées dans le mémoire de l'accusation. D'abord, on parle de la crédibilité de Vinko Pandorevich en tant que témoin. Ensuite, tout ceci a été dit pour contrer toute suggestion que cet homme avait un biais ethnique ou un parti pris ethnique. Et ensuite, tout ce que nous avons avancé porte sur la tentative d'illustrer la réalité du climat de commandement qui existait au sein de la brigade de Zvornik. Quatrièmement, nous tentons à démontrer la façon dans laquelle ce Pandorevich et ses subordonnés traitaient les prisonniers de guerre. Ensuite, on parle de la question, à savoir de quelle façon est-ce que vous allez peser les éléments de preuve lorsqu'il s'agit de la décision qu'il est prise pour laisser passer la colonne du 16 juillet. Et dernièrement, on parle de l'intention du génocide, étant donné la façon dont l'accusation a présenté ces éléments de preuve à cet effet. Nous avançons que si vous accordez le point nécessaire aux éléments de preuve que je viens d'énumérer dans cette dans cette section de mes arguments oraux, vous allez devoir rejeter un très grand nombre d'allégations présentées par l'accusation concernant Pandorevich, concernant ces 6 points. Mais maintenant, je voudrais prendre quelques instants pour analyser le but de cet exercice. Il s'agit en l'occurrence d'une opération de ratissage. Je présente ces éléments de preuve depuis 3 ans et je crois que tout le monde le reconnaît. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit au cours des 3 dernières années aujourd'hui, mais toutefois je voudrais attirer votre attention sur certains points. Les éléments de preuve, enfin, l'affaire Pandorevich est expliquée par les témoins de l'accusation. Pandorevich semble ou apparaît en tant que témoin sur sa propre liste 65 terres qui a été soumis en avril 2008. On a parlé de lui en dernier dans cette affaire et en réalité, lorsqu'il a déposé les champs où il a pu contredire les éléments de preuve présentés par d'autres parties, c'était complètement cristallisé. L'accusation, ce qu'avance l'accusation ne rencontre pas du tout les faits de Vinko Pandorevich et elle ne commente pas non plus un certain nombre d'aspects. Pour vous donner quelques exemples les plus frappants, pour vous expliquer là où l'accusation ne fait aucun commentaire, soit dans son mémoire en clôture ou dans leur soumission orale dans l'affaire de Vinko Pandorevich, je ne vais vous parler que de 4 points. D'abord, que Pandorevich n'avait pas de commandement effectif dans la brigade de Zvornik entre le 4 et le 15 juillet. Voici une considération qui est une évidence et non pas une présentation de l'accusation. Et deuxièmement, le statut juridique des règlements de la brigade au sein de la JNA. C'est un thème que nous avons développé dans le cadre de la présentation de nos moyens à décharge. En troisième lieu, les allégations selon lesquelles Pandorevich est retourné à Zvornik dans la matinée du 12 juillet. Ceci est ce que le témoin PW 168 a dit, mais troisièmement,
aucun mot n'a été prononcé sur la zone de responsabilité sur laquelle reposent les éléments de preuve présentés par l'accusation. Nous avons été ridiculisés car nous avons demandé aux témoins sans PW 168 de s'asseoir là avec des cartes et d'expliquer que la zone de responsabilité était ridicule et de ne trouver aucun mot qui porte sur ceci dans l'affaire de l'accusation nous surprend énormément. Nous avançons de façon très claire que là où l'accusation ne parle pas des questions telles que celles-ci soulevées par la défense tout au long du procès et dans son mémoire auquel l'accusation a le droit de répondre dans le cadre de ses arguments oraux, pour parler de justice, ces questions doivent être résolues, et ce, en faveur de l'accusé. Mais les choses ne s'arrêtent pas ici. Lorsque cette affaire a débuté, j'ai contesté où je demandais à ce que l'accusation et que toutes les parties présentent leurs éléments à charge à Vinko Pandorevich lorsqu'il a déposé. J'ai même fait une blague à l'époque. En parlant de la façon dont j'ai à présenter les choses de la façon très britannique. Mais ce n'est pas une chose britannique, c'est quelque chose qui figure dans le règlement de ce tribunal et c'est l'article 90 HII. Mais ce que dit l'article 90 HII, c'est que dans le cadre du contre-interrogatoire de témoins qui est en mesure de déposer et de donner des éléments de preuve pertinents aux parties qui contre-interrogent, le Conseil devra demander à ce témoin les questions pour lesquelles cette personne dépose, ce qui est en contradiction avec les éléments de preuve déposés par le témoin. Vous allez peut-être penser que lorsqu'un accusé dépose en son propre nom, l'article cet article de loi est juste d'abord que vous, les juges de la Chambre, avez le droit de voir la réaction d'un accusé à la suite d'une accusation qui lui a été présentée. Et deuxièmement, vous avez également le droit de voir et d'entendre sa réponse. Et troisièmement, toute personne accusée de comportement criminel a le droit d'avoir l'occasion de répondre à une accusation qui est au cœur de la présentation des moyens à charge. L'accusation elle-même est tout à fait d'accord que le règlement en question est important et critique, je crois, nous critique, nous, d'avoir omis à quelques moments que ce soit au cours de la présentation des moyens de contester un élément ou un autre avec les témoins que nous avions entendus. Quelques témoins entendus, mais étant donné que Pandorevich a déposé en tant que dernier témoin important dans l'affaire des présentations à décharge, et c'est quelque chose que l'accusation a reconnu, il n'y avait pas de chronomètre pour le contre-interrogatoire et les questions s'étaient complètement cristallisées. Il n'y a absolument aucune excuse d'avoir omis de lui poser certains points importants sur lesquels reposent les moyens à charge de l'accusation. Nous avons analysé de très près les allégations qui ont été faites dans le mémoire de l'accusation et nous les avons contrastés avec le contre-interrogatoire de Vinko Pandorevich. Et le mémoire final de l'accusation n'est que rempli d'affirmations qui n'avaient pas été posées et présentées à Pandorevich dans le cadre du contre-interrogatoire. Nous n'avons simplement pas le temps de tous les énumérer, mais nous allons vous démontrer les affirmations dans notre mémoire en clôture qui n'avaient pas été présentées à Pandorevich dans le cadre du contre-interrogatoire et pour simplement essayer de démontrer l'omission qui a été faite.
Je vais vous donner 3 exemples. À l'appui de ceci. Premier exemple. Au paragraphe 11537 du mémoire de l'accusation, l'accusation sous-tend que l'opération de réensevelissement le 27 septembre correspond à l'emploi de la brigade de Zvornik, de l'emploi d'une très grande quantité de carburant de diesel D2 ce jour-là, 3870 litres, sans en avoir parlé dans le rapport quotidien s'agissant des travaux légitimes du génie dans la brigade de Zvornik. Et ceci serait un élément de preuve important qui nous ferait penser que cette opération de réensevelissement était en cours le 27 septembre et que Pandorevitch ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance. Toutefois, le document sur lequel cette affirmation est basée doit être analysé un peu plus près. Je ne vais pas me pencher sur un très grand nombre d'éléments comme celui-ci, mais je vais néanmoins vous démontrer celui-là, vous montrer cet exemple-ci. Alors, il s'agit de la pièce 7D 681. Il nous faudra nous pencher sur le paragraphe 6. Merci. Au paragraphe 6, comme vous pouvez le voir, parle de consommation. Et chaque rapport de combat régulier en parle également. Comporte toujours le paragraphe 6. Mettons-nous tous d'accord sur le fait que 3800 litres est une quantité importante de diesel pour être dépensé en une seule journée. C'est probablement beaucoup plus important que ceux dont aurait besoin 10 engins que pourrait consommer 10 engins en une journée. Mais examinons le paragraphe 6 de façon un peu plus près. Il semblerait que ce jour-là, diesel n'était pas la seule chose qui avait été employée de façon excessive. Si 3800 litres de diesel vous semble beaucoup, à ce moment-là, des rondes qui avaient été employées également sont massives. On parle également de 323 rondes de millimètre 20 obus. Inaudible et 10 obus de 130 mm, 20 obus de 122 mm, ainsi de suite. Ce type d'emploi de carburant et de munitions ne peut pas possiblement refléter l'emploi de matériel employé que pour une journée le 27 septembre. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? La réponse est « je ne le sais pas, je l'ignore ». Mais si ce document avait été montré à Pandorevitch lorsqu'il était là et qu'il a déposé, et si on lui avait posé la question, et si on lui avait dit que cette quantité de carburant avait été utilisée pour les ensevelissements ce jour-là, il aurait pu nous l'expliquer. Il aurait pu, par exemple, nous dire que des fois, au paragraphe 6, la brigade informait le commandement du corps d'armée de ses besoins. Si ce document avait été montré au témoin 168, par exemple, il aurait pu être en mesure de nous dire que cette quantité de carburant et de munitions portait sur l'ensemble du carburant et de la munition dont avait besoin la deuxième brigade de Drinsky qui avait quitté la Kraïna un jour avant. Si ce document avait été montré à Sreten Milošević, le commandant adjoint chargé des logistiques, responsable de ces questions, il aurait pu
nous donner peut-être une autre explication. Il aurait pu peut-être nous dire que ce sont les quantités dont disposait la brigade s'agissant de leur stock, mais ce document n'avait pas du tout été montré par l'accusation. Ce document a été simplement employé comme document de base pour faire leurs allégations. Et donc je vous invite à déduire la chose suivante, c'est que ceci n'est pas un document valable. Vous ne pouvez rien conclure de ce document. Le deuxième exemple d'une question, de document, ou d'une question qui n'avait pas été soulevée au moment opportun est la suivante. Au paragraphe 1340 à 1343 du mémoire de l'accusation, l'accusation fait apparemment 4 affirmations. La première étant que les membres des loups de la Drina se trouvaient à Potocari. Deuxièmement, que ces membres des loups de la Drina faisaient partie du groupe tactique 1. Et troisièmement, qu'ils étaient placés sous le commandement de Vinko Pandorevich. Et quatrièmement, qu'ils auraient il lui aurait dit ce qu'il avait vu à Potocari. Mais aucune de ces affirmations ou questions n'avait été posée à Pandorevich lorsqu'il a déposé. Aucune de ces questions. Si on lui avait fait ces affirmations et si on lui avait posé des questions à ce sujet, qui sait ce qu'il aurait répondu? Il aurait pu dire peut-être « J'ai vu si tous les hommes du 12 juillet étaient là, ils étaient tous présents. » Donc ces personnes n'auraient pas pu faire partie de ce groupe. Il aurait pu dire que Kursic avait demandé que 2 ou 3 hommes soient placés à sa disposition le 12 juillet. Ils étaient là, c'était eux, mais nous ne saurons jamais quelle est la réponse réelle, puisque les questions n'ont jamais été posées. Les éléments de preuve que nous avons dans cette affaire, c'est que les loups de la Drina étaient une unité comprenant environ 368 hommes, et c'est ce que vous pouvez tirer du document P382. Ceci n'est pas contesté. Les corps de la Drina étaient placés sous le commandement direct le 12 juillet sous le général Jivanovic. Étaient placés sous les ordres du général Jivanovic, répond l'interprète. En juillet 1995, divers éléments de cette unité avaient été déployés sur le théâtre de Sarajevo. Je vous renvoie à la note en bas de page 567 de notre mémoire. Et avec le groupe tactique 1. Il y avait environ 120 d'entre eux qui faisaient partie du groupe tactique et nous pouvons déduire nécessairement qu'un certain nombre d'entre eux n'étaient pas du tout déployés en date du 12 juillet. Il n'y a absolument aucun élément de preuve montrant que même s'il y avait quelques membres des loups de la Drina à Potocari le 12, qu'ils étaient placés sous le commandement de Pandorevich, ou que ces derniers, qu'il s'agissait effectivement des loups de la Drina qui faisaient partie du groupe tactique 1. En vertu du principe que l'officier senior présent est le commandant de l'unité mixte, alors à ce moment-là, Mladic devait être le commandant des événements de Potocari ou Kursic au pire. Et pour ce qui est de la suggestion, à savoir que les loups de la Drina se trouvaient à Potocari, d'après nous, cela ne fait absolument aucun sens. Vous n'envoyez pas votre unité de combat d'élite pour assurer le contrôle de la foule. Les unités qui se trouvaient à Potocari étaient des unités, en fait, c'était des unités composées des officiers de sécurité et de la police. Ce n'étaient pas des unités de combat. Pandorevich n'était pas à Potocari, d'ailleurs, de toute façon. Alors, comment est-ce qu'ils auraient pu obtenir des ordres de Pandorevich s'il n'était même pas là? De plus, il y a presque personne qui ne se trouve pas sur une séquence vidéo ou sur une photographie. Potocari avait été filmé par un très grand nombre de sources, et s'il y avait eu des membres des loups de la Drina, ils auraient certainement été captés sur film ou sur des photographies. Encore une fois, l'omission de ne pas poser, le fait de ne pas avoir posé ces questions à Pandorevich, de ne pas lui avoir fait ces affirmations, simplement est une omission, puisque on ne lui a pas demandé si ces hommes étaient là effectivement. C'est une théorie qui est complètement fausse. Troisièmement, la troisième suggestion proposée par l'accusation, je vous montre ceci comme exemple, figure au paragraphe 1337 du mémoire de l'accusation, qui se lit comme suit.
L'admission de Pandorevitch, selon lesquelles les unités placées sous son commandement, contrairement aux autres unités qui avaient pris des installations autour de la ville de Srebrenica et finalement la ville elle-même est très important puisque la compagnie Bravo des Nations Unies et la population musulmane avaient été pilonnée vers midi le 11 juillet et avaient blessé plusieurs personnes. Pandorevitch savait que ces attaques indiscriminées avaient lieu et avaient été menées par les unités qui étaient placées sous son commandement. Cette affirmation est outrageante. Aucune de ces questions, aucun de ces éléments de preuve n'a été demandé. On n'a pas demandé à Pandorevitch de nous présenter des éclaircissements sur ce point. Si on lui avait posé ces questions, il aurait expliqué que la ville, que ces unités en fait étaient arrivées à midi, que la ville était vide et que les unités d'artillerie avaient été retirées, avaient été placées ailleurs, ou simplement que ce n'est simplement pas vrai. Vous leur avez dit cela, qu'il ne savait pas du tout ces choses-là, que ces unités placées sous son commandement n'avaient pas pilonné la base Bravo. Il n'y a absolument aucune base sur laquelle on peut tirer cette conclusion, cette déduction. Et dans les circonstances, et je ne voudrais pas en fait m'excuser d'avoir élaboré ces trois exemples, je ne peux pas avancer si je n'élabore pas ces trois exemples, mais au fur et à mesure que nous avançons dans la présentation de mes éléments à décharge, je vais vous inviter à voir les éléments où l'accusation n'a pas prouvé des points qu'ils avancent et nous avons le droit de considérer ceci comme non contesté puisqu'on n'a pas posé ces questions à l'accusé. Les affirmations qui ont été faites par l'accusation auraient pu être faites, on aurait pu poser des questions à Pandorevitch. Il n'y a absolument aucune raison pour avoir cette règle dans le règlement de procédure et de preuve, cet article au sein du règlement de procédure et de preuve, si on ne l'emploie pas. Les éléments de preuve présentés par Pandorevitch doivent être jugés de la même façon que les autres témoins. C'est un témoin. Au titre d'autres témoins, je ne dis pas ceci pour insulter l'intelligence de juge professionnel, mais il n'a pas moins ou plus de crédibilité simplement par le seul fait qu'il s'agisse d'un accusé. D'un accusé dont il y a un acte d'accusation contre lui. Mais au paragraphe 1279, à la page 362 et en passant à la page 363, il y a une affirmation présentée par l'accusation dans laquelle ceci semble être soutenu par une autorité juridique. Alors que la défense accepte le fait que l'accusation a le droit d'inviter les juges de la Chambre de ne pas croire l'accusé sur certains éléments de preuve qu'il a présentés ou sur tous les éléments de preuve, mais que de dire que la Chambre de première instance ne devrait pas croire l'accusé car il s'agit d'une question de loi est irresponsable. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait de façon juste. C'est bien sûr la loi dans plusieurs juridictions que lorsqu'un accusé dépose contre un co-accusé, ses présentations doivent être corroborées, mais la décision sur Delalich justement a été basée sur ces faits-là, à savoir que l'accusation était dans un état mental tel que ceci présentait un problème. Mais en fait, de vous inviter d'appliquer ce principe-là, ce qui peut être lu dans le paragraphe 1279 n'est pas juste. C'est à vous de juger la crédibilité de Pandorevitch. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et vous êtes en mesure de juger si les réponses qu'il a données sont des questions fiables et véridiques. Nous vous invitons de nouveau à examiner de nouveau les éléments de preuve qu'il a présentés, sa déposition, et plus particulièrement les réponses qu'il a données dans le cadre du contre-interrogatoire et ceux des réponses détaillées. Cette déposition correspond à toutes les autres dépositions qui ont été
présenté dans cette affaire, laissant de côté, bien sûr, de façon importante, la déposition du témoin 168. C'est ironique dans cette affaire que certaines personnes qui questionnent sa crédibilité puissent présenter des moyens qui allèguent 8, 10 ou 14 témoins, y compris leurs anciens collègues et amis, et que ces derniers auraient conspiré à mentir sur les faits. Les documents qui les impliquent sont des documents faux et que ils aient capturé des conversations radio ou que les conversations radio qui avaient été capturées n'avaient pas été bien transcrites. Et on ne peut pas dire non plus que les éléments de preuve présentés par Pandurevich aient ajouté à leur théorie de conspiration. Les éléments de preuve, ou plutôt la déposition de Pandurevich, quelque chose sur quoi se repose l'accusation et les autres parties dans cette affaire. En énumérant chaque note en bas de page serait ennuyante, mais nous aimerions vous inviter de dire que vous verrez que l'on dit que ce qu'il a dit dans sa déposition est fréquemment faux. Pandurevich a présenté des détails sur des événements qui auraient même pu être incriminants. Et pour vous donner quelques exemples, les soldats qui étaient placés sous son commandement étaient responsables de la prise du poste d'observation des Nations Unies, qu'il aurait par exemple vu et rencontré le général Kurstich à plusieurs occasions, mais ceci n'est pas du tout présenté par les moyens présentés par l'accusation, qu'il avait appris de l'opération de réensevelissement peu de temps après son retour à la brigade de Zvornik à la fin du mois de septembre. Et ceci étoffe en fait sa crédibilité de façon générale. N'oubliez pas, je vous prie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, des points que nous avons faits dans notre mémoire en clôture, à savoir que il y a eu des conversations interceptées dans le cadre des événements. Le paragraphe 1279 du mémoire de l'accusation, après avoir présenté la loi de façon erronée, liste une série de ce que j'appellerais des champs de contestation dans cette affaire entre l'accusation et Pandurevich, et il y a des non-vérités qui en découlent. La défense voudrait dire que ceci n'est pas correct. La Chambre de première instance sait bien sûr que ce sont des points sur lesquels l'accusation et la défense n'est pas en accord, mais ceci ne veut pas dire que ce sont des non-vérités ou des mensonges. C'est à vous de décider. Et nous aimerions simplement insister sur le fait qu'en déposant le fardeau de la preuve de l'accusation n'a pas été démontré, et en même temps, ce n'est pas un mensonge que de dire que vous êtes en désaccord avec les éléments de preuve présentés par l'accusation. Beaucoup de temps a été dévoué par l'accusation dans son mémoire préalable pour 1993. Alors, quelles sont les pertinences ? Quelle est la pertinence en face des écritures présentées par M. McCloskey? Tout ceci n'est pas très clair. Au paragraphe 1281 de son mémoire en clôture, l'accusation sous-tend que la présentation des moyens à charge ne dépend pas du rôle de Pandurevich sur la campagne de la VRS en 1993. Ils poursuivent et disent que Pandurevich a passé un très grand nombre de temps parlant sur la participation dans ces événements, en représentant de façon erronée son rôle et en présentant une image épurée de sa participation à ces événements. Et en plus, on conclut par dire au paragraphe 1282 à 1312 démontre son manque de crédibilité en tant que témoin, tout comme sa connaissance et l'intention pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune qui est alléguée contre lui. Le seul problème que nous avons ici
c'est que ceci ne fait pas partie des présentations de moyens à charge contre Pandurevich. Ceci va dans le sens de sa crédibilité. Toutefois, nous ne sommes pas naïfs. La directive 4 et l'offensive du printemps s'est toujours trouvée au cœur de la présentation des moyens à charge de l'accusation. Et que de dire que Pandurevich n'a pas été contre-interrogé sur ceci... S'il n'avait pas soulevé cette question d'abord, n'est pas digne d'un procureur juste. Outre le tout, le rôle de Pandurevich dans Kamenica Konevich Polye a d'abord été présenté à un témoin en juin 2007 par l'accusation, a été soulevé en détail 2 mois avant son témoignage avec Milenko Yevgevitch. Nous allons maintenant parler de ces allégations dans cette partie-là du mémoire de l'accusation. Paragraphs Paragraphe 1285 à 1288 discusses the issue of parle de la question de Kamenica. Kamenica ne faisait pas partie des thèses concernant Pandurevich depuis le début. Vous pouvez voir ceci de par les résumés 65 terres qui ont été présentés au dossier. Aucune référence n'a été faite à ce sujet, notamment dans les déclarations liminaires. Certainement, ce n'est pas la défense qui l'a appelé, ce n'est pas moi qui l'aurais appelé comme le héros de Kamenica. Les éléments de preuve concernant Kamenica se sont présentés à la suite du contre-interrogatoire par l'accusation de Milenko Yevgevitch, T29 718, que la défense ensuite a réarrangé par les questions supplémentaires en le classant dans 7D1006, questions supplémentaires. C'était un mois avant que Pandurevich ne commence à faire ses dépositions. La question avait été évoquée de cette manière et donc il était inévitable que Pandurevich en traiterait lors de sa propre déposition, expliquerait ce qui s'était passé. Kamenica a été fondamentalement mal comprise par l'accusation. Il ne s'agissait pas du passage d'une colonne, comme c'est ce qui avait eu lieu par ailleurs avec Balkovitsa. C'était un arrangement pour le passage quotidien le long d'un corridor sécurisé. Il y a abondance de preuves qu'à l'époque de l'opération, Kamenica, proprement dite, était inhabitée et l'avait été depuis un certain temps. Et vous pourrez trouver cela à T 12883 à 12804 et 809 pour ce qui concerne Pandurevich. read chronologically. En lisant les choses chronologiquement, les problèmes concernant le passage de personnes perdues dans une zone de combat est venu à l'attention de Lindo Pandurevich pour la première fois le 30 janvier 1993. Et on peut voir ceci dans le document qui lui a été présenté, P 42333. À la suite de ça, une annonce radio a été faite et il a annoncé directement à ceux qui souhaitaient traverser la zone des combats qu'ils pouvaient le faire entre certaines plages horaires dans la journée. Ça, vous le trouverez à P4229 et 7D1006. Rapport de combat régulier du 1er février. Vous noterez que ce document a été envoyé à 11h40 de la matinée. À 9h du soir, le général Jovanovic a envoyé un rapport du corps à l'état-major principal. Il a annoncé qu'il avait pris la décision de créer un passage sécurisé et ce qui, en toute
a été présenté pour lui poser des questions à Pandurevich lorsqu'il a fait sa déposition. Il ne s'agissait pas d'un document qu'il avait rédigé, et donc il a donné l'explication évidente qu'il rendait compte au général Jivanovic ce qu'il avait fait, et le général Jivanovic, à ce moment-là, prenait lui-même la décision. En ce qui le concernait, la chronologie montre que ceci est parfaitement logique. Au contraire, l'incident de Usti Placha, 5 mois plus tard, a fait partie des thèses de la défense depuis le tout début. Et vous verrez cela sur notre livre 65 terres. L'épisode sur lequel Pandurevich s'est fondé, comme illustrant une situation identique à celle qui avait eu lieu à Balkovica, c'était le passage. La mémoire en clôture de l'accusation concernant les événements de 1993, vous trouverez qu'il n'y a pas un mot concernant Ostiplacha. Ça a tout simplement été ignoré. Et la défense fait valoir que ça a été laissé de côté, ignoré délibérément aussi. Qu'on a essayé délibérément d'établir une confusion pour vous avec l'épisode de Kamenitsa. Ce ne saurait être un hasard ou un accident que la référence faite si souvent au premier fait qu'il n'y a aucune référence à l'autre. Ceci, selon nous, parce que l'accusation n'est pas pleinement au courant du comportement de Pandurevich à cette occasion, alors que c'est une considération personnelle hautement pertinente pour que vous puissiez conclure comment vous prononcez sur ces actions à Balkovica. Au paragraphe 1297 traite des allégations début du printemps ou peut-être à la fin de l'hiver de 1993 selon lesquelles Pandurevich aurait été responsable de tirs d'artillerie sur des civils musulmans. Nous évoquons ceci très brièvement. Il y a 4 remarques que nous voulons faire. Premièrement, que chacun des documents auxquels il est fait référence dans ces paragraphes mêle les objectifs militaires et les objectifs civils. P409.70 fait référence par Pandurevich au fait qu'il n'y a aucun élément de preuve. Il traite de la légalité ou du côté mêlé en ce qui concerne les objectifs militaires et civils et des attaques qu'ils ont subies. Troisièmement, le fait d'avoir consigné et enregistré ces événements de façon précise doit être porté au crédit de Pandurevich et non pas à son démérite. Et quatrièmement, le fait que le corps de la Drina ait enlevé la référence à des civils dans ses propres rapports, franchement, est dénué de pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner les intentions de Pandurevich ou sa crédibilité. Au paragraphe 1295, il y a un épisode à Konievich-Polier qui est évoqué, et nous voudrions là encore rappeler
les 4 points que nous avons cités. La référence qui est faite dans ce rapport au paragraphe 1295 est question de civils qui étaient pris au milieu des tirs, qui sont trouvés au milieu des tirs. C'est une déduction évidente du fait que les civils n'étaient pas la cible des tirs. Deuxièmement, il ne serait pas juste de déduire qu'une unité sous le contrôle de Pandurevich ait tiré 2 obus isolés après 15h30 dans l'après-midi. Nous avons, troisièmement, le rapport 5D 1323 sur lequel se fonde l'accusation, qui est daté du 15 septembre 1993, 8 mois après l'incident décrit. L'ensemble du document décrit les opérations militaires qui ont eu lieu entre janvier et le mois d'août 1993, sans donner aucune précision concernant les dates. Il n'y a aucun élément de preuve que ceci se réfère à l'incident du 12 février couvert par ce passage du mémoire de l'accusation. Et quatrièmement, indépendamment de ces propres éléments de preuve, ces preuves montrent qu'une fois contactés, les tirs d'artillerie ont cessé. Le paragraphe 1298 à 1306, la mémoire de l'accusation trait au village musulman incendié. Nous suggérons que la suggestion selon laquelle des soldats de Pandurevich auraient brûlé des maisons est basée sur les éléments de preuve les plus minces, les plus ténus. Il a décrit de façon très détaillée la campagne militaire à laquelle il avait participé au cours de cette période. Il a nié que ces unités aient incendié les maisons ou détruit les mosquées. Les éléments de preuve que certains ont rapportés au général Jovanovic selon lesquels des maisons étaient en feu sur cet axe-là d'attaque, et que la brigade de Zvornik avait enlevé les gravats d'une mosquée qui avait déjà été détruite 1 an plus tôt que cet événement, ne s'approche même pas d'écarter cet obstacle au point de vue des preuves. Il n'y a aucune preuve de destruction d'un habitat ou d'habitation dans aucune des zones dans lesquelles Pandurevich a principalement été impliqué. Kamenica, Konievich, Polier, à l'évidence, puisqu'il s'est montré actif pour l'empêcher. Ustipracha, Visegrad, Jeleni, Jadar, Živko, Bordeaux, Borovina, tous les secteurs où vous savez, vous avez entendu qu'il a mené des opérations de combat, mais il n'y a aucun élément de preuve qu'il y ait eu incendie de maisons d'habitation. Et vous ne pensez... Et ne pensez-vous pas qu'il y aurait eu certains éléments de preuve si ces choses s'étaient passées véritablement? Quant à la pertinence de ces événements, au-delà de contester la crédibilité, nous faisons valoir que la position de l'accusation est illogique, tout simplement parce qu'un accusé a la possibilité, la témérité d'expliquer des événements auxquels il était présent, ne veut pas dire qu'il soit pertinent pour établir sa participation à l'une ou à l'autre des entreprises criminelles communes. Le corollaire évident serait que s'il n'a rien dit c'est qu'il n'aurait rien dit à ce sujet et ce ne serait pas pertinent. Je reconnais à ce jour que je ne suis toujours pas au clair du point de savoir si on trouvera un but illégal allégué pour Krivoya 95. On a suggéré ici et là qu'il existait 6 objectifs stratégiques. Le même 1992, directive 4 de novembre 1992, la directive 7, la directive opérationnelle du corps de la DRINA et la directive 7.2 et l'ordre de combat proprement dit. Je crois que je vais être très vite.
In our submission, Selon nous, il est impensable qu'une juridiction puisse se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle d'un militaire, de carrière ou non, en se référant à une doctrine politique ou à des objectifs stratégiques de son pays d'origine, entériné en particulier au début d'un conflit ethnique ou lors des plus grandes violences entre deux communautés. Faire cela serait très voisin de conclure que tous les Serbes avaient et continuaient d'avoir tout au long de la guerre l'intention commune de commettre un génocide et ou des crimes contre l'humanité. De plus, se fonder sur des formules d'un gouvernement ou d'un commandement stratégique depuis 1992, c'est ne tenir aucun compte des considérations temporelles. C'est comme si 2 années ne s'étaient pas écoulées. Il n'y a pas eu d'accord de cessez-le-feu, de négociation de paix, de participation de la communauté internationale. Il n'y a pas eu de période de paix ou de violation patente de termes d'un accord par l'ennemi, ce qui aurait nécessité de façon plus immédiatement l'opération qui nous occupe. C'est également ne tenir aucun compte de la réalité de la situation en Bosnie en 1992. L'accusation, maintes et maintes fois, parle dans son mémoire en clôture et dans son réquisitoire d'une campagne brutale en 1993 ou d'une campagne violente de la VRS. Le commencement de cette guerre a été violent, nous reconnaissons cela, mais votre chambre de première instance a simplement les détails les plus limités des combats depuis le début de la guerre jusqu'à cette campagne qui concerne ce procès-ci. L'accusation vraiment voudrait que vous n'examiniez qu'une seule période et une partie et un côté du conflit. Elle laisse de côté les éléments de preuve tels que 7D 1124, 7D 1125, 7D 946, 7D 968, 7D 965, 7D 992 et 993, à savoir les violences commises à l'égard de la communauté serbe par son ennemi. Pandurević a décrit l'ensemble de sa guerre, y compris toutes les opérations militaires, comme étant des opérations militaires classiques. Et il n'est accusé d'aucun crime contre l'humanité ou crime de guerre en ce qui les concerne. Les problèmes créés par l'accusation dans ses objectifs doubles ou jumeaux, dans sa théorie, comme je l'ai déjà dit, il y a comme une sorte de dérivation dans cela. Ils ont tiré de 1992, comme ils ont tiré des documents de 1995. Nous soutenons que l'idée de l'objectif essentiel sur lequel le plan de combat était basé et mené à sa conclusion logique voudrait dire tout à fait littéralement que personne qui était soumis à ce plan ne pouvait agir de façon légale ou licite. Et si par exemple le document déterminant est, dit-on, la directive 7, à ce moment-là, chaque soldat du corps de la Drina, en ce qui concerne ses tâches quotidiennes, l'aurait fait avec l'intention connexe de rendre la vie insupportable aux habitants des enclaves. Imaginez ceci, un jour, vous êtes sur les lignes, les effectifs sont sur les lignes, sans aucun doute effectivement essayant de réduire les ressources ennemies, et le lendemain, d'un trait de plume du général Miletic, vous vous trouvez faire partie de transferts forcés simplement en faisant la même chose. L'ordre de combat Kriviaya 95, en fait, n'exprime guère plus qu'un seul objectif, selon nous, à savoir qu'il exprime le même objectif, plus exactement de 2 manières, d'un certain nombre de manières.
quatre manières, en fait, selon nous. Une, la séparation des enclaves. Deux, la réduction des enclaves à leur zone urbaine. Trois, créer des conditions d'élimination des enclaves. Quatre, excusez-moi, je vais à nouveau trop vite. Merci. The urban area is La zone urbaine n'est pas définie. Mais l'étendue, la portée de l'objectif militaire est définie. Par exemple, le groupe tactique devait réaliser pour Gifco Bordeaux, si vous regardez les objectifs détaillés de l'ordre de combat, vous verrez que ça laisse encore une portion importante, suffisante pour que la population puisse vivre à l'intérieur de cette enclave. Par conséquent, l'affirmation de l'accusation selon laquelle l'objectif de réduire les enclaves de leur dimension de façon à créer un désastre humain est une fausse hypothèse. Le juge Kwan, excusez-moi, Monsieur Haynes, est-ce que vous avez dit quatrième objectif, Maître Haynes, il faudra que j'y revienne, merci. Également, le membre de phrase « Élimination des enclaves » au paragraphe 4 est ambigu et il n'est pas bon d'assumer, de supposer que ceci voulait dire transfert forcé de la population plutôt que neutralisation de la 28e division en tant que force militaire. Indépendamment de cela, indépendamment de quoi que ce soit, ceci n'aurait pas de sens de dire réduire les dimensions et créer des conditions nécessaires pour son élimination si votre objectif était de les contraindre et étrangler de cette manière. Les éléments de preuve n'auraient pas d'autre... ceci fait qu'il n'y aurait d'autre choix que de les laisser. Il est clair que ce que l'on veut dire, c'est de créer un nouveau périmètre pour lequel il sera plus facile de faire des opérations de police ou de surveillance et d'arrêter les excursions de la BIH en territoire croate. Mais parce que nécessairement, un périmètre plus restreint, un nombre plus petit de soldats pour les garder, nécessite un nombre plus petit de soldats pour les garder, et que d'éliminer l'enclave en tant qu'élément, pas en tant qu'élément militaire, pas en tant que place ou lieu où les personnes vivent. Nous sommes tenus d'observer en ce qui concerne les thèses de ces deux objectifs, premièrement que la façon dont l'accusation présente cette thèse au procès est incompatible avec la manière dont elle a été présentée dans le procès Blagojevich et Krstić. Vous voyez Krstić, paragraphe 136, excusez-moi, paragraphe 199 pour Krstić et Blagojevich 136. Deuxièmement, les forces de la VRS n'étaient pas suffisantes pour réaliser l'objectif tel qu'elle léguait. Même l'accusation soutient que un certain nombre de facteurs qui se produisaient auraient arrêté l'objectif illégal d'être réalisé. Nasser Oric étant là, la 28e division, si elle avait engagé le combat véritablement, et le ciel étant clair le 11 juillet, permettant à l'OTAN de larguer des bombes sur les forces serbes, etc. Troisièmement, lorsque Pandurević est parti de l'opération, il s'attendait à ce que rien n'aboutisse, et de cette manière, ceci est la preuve de ses intentions. Quatrièmement, lorsqu'il a réalisé cet objectif de Kriva 95, à savoir le fait de prendre Gifco Bordeaux, lui et ses forces se sont retirés, et ces éléments de preuve sont qu'il avait l'intention de rentrer chez lui. Pour finir, et il était un commandant tactique dont les préoccupations étaient locales, et dans la mesure où les ordres venaient de plus haut, c'était des ordres très précis. En ce qui concerne le double objectif de Krivaya 95, la Chambre de première instance a très évidemment été préoccupée de savoir où il faut établir les limites. Et elle a reçu quelques aides sur ce point de M. McCloskey l'autre jour. Mais il est intéressant de voir si leur théorie sur ce point fait ou non ressortir un examen soigneux de la manière dont ces thèses et ces arguments sont maintenant présentés. Et la Chambre de première instance pourrait souhaiter brièvement examiner comment l'acte d'accusation est conçu
pour ce qui est de décider où il faut établir cette limite entre ceux qui participeraient à une entreprise criminelle commune de transfert forcé de la population et ceux qui ne le font pas. L'accusation soutient au paragraphe 1620 de son mémoire en clôture que Pandurevich se trouvait précisément dans une position analogue au commandement tactique des autres brigades, en particulier Mirko Trivic et Svetozar Andrić, et certainement, il est vrai, pour chacun d'entre eux qu'ils ont pris part à Krivaja 95 et que tous sont des commandants de brigade. Tous sont des commandants d'unités qui ont attaqué les forces musulmanes à Srebrenica. Tous sont entrés dans la ville de Srebrenica. Tous étaient présents à la réunion au quartier général de Bratunac, de la brigade de Bratunac, chaque fois qu'il y en avait une. Et tous se sont mis en marche vers Jepa. Trivic et Andrić ont pris part à l'assaut lancé sur Jepa entre le 14 et le 24 juillet. Trivic et Andrić avaient des unités à Jepa tout au long de cette période, et également, si vous regardez le journal de Trivic, le P43-709, prenait part au fait de faire monter des civils dans les autocars. À l'évidence, ni l'un ni l'autre n'ont été accusés. Et ce qui est plus important, c'est que si vous regardez le paragraphe 97 de l'acte d'accusation, les seuls commandants de brigade qui sont énumérés comme participants à une entreprise criminelle commune sont Pandurevich et Blagojevic. De plus, au paragraphe 98 de l'acte d'accusation, l'unité de Trivic, la brigade Romania, n'est même pas indiquée comme étant une unité qui aurait participé à la réalisation de l'entreprise criminelle commune. Lorsque Trivic a déposé, il a été très précisément demandé à l'accusation par le juge Kwon au début de cette déposition le 18 mai 2007, si un avertissement tel que prévu à l'article 90 devait lui être donné. Et l'accusation a déclaré de façon très claire que ce n'était pas nécessaire. Ceci au compte-rendu T, page 11793, de sorte que la position de l'accusation est nécessairement, en particulier en ce qui concerne Trivic, et nécessairement par déduction Andrić, qu'ils ne sont coupables d'aucun comportement criminel. Ils n'ont pas fait partie apparemment d'une entreprise criminelle commune, ni d'un transfert forcé. Ni l'un ni l'autre n'avaient l'intention d'effectuer un transfert forcé, et ni l'un ni l'autre n'ont aidé ou encouragé dans ces transferts forcés. En résumé, ni l'un ni l'autre n'est coupable d'un comportement pénal ou criminel du tout. Compte tenu le fait que leur rôle était identique et leur présence identique lors de la réunion qui aurait eu lieu et qui était cruciale à Bratunac, qui était essentielle, où faut-il tracer la limite maintenant entre Pandurevich et Blagojevic et les deux autres? La réponse, selon nous, est parfaitement simple. La responsabilité pénale, en l'espèce, n'a rien à voir avec le fait de savoir si était légal, licite ou autrement l'opération 95. Ça n'a rien à voir avec le point de savoir si vous avez vu, lu ou examiné la directive 7. Ça n'a rien à voir sur le point de savoir si ces unités ont rencontré le bataillon néerlandais à l'extérieur de l'une ou l'autre des enclaves. Rien à voir avec ce que vous avez vu ou ce à quoi on a participé dans l'évacuation des civils. Le seul facteur déterminant est de savoir si vous, en tant que commandant de brigade, êtes réputé pénalement responsable d'une participation à une entreprise criminelle commune de transfert forcé de civils, lorsque, pour finir, les prisonniers sont morts dans la municipalité où vous aviez la base de votre poste de commandement.